que certains indélicats se permettent de prendre à leur bon profit les caisses ou les efforts des populations, je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment qu'on sévisse. À ce sujet, je dois le dire, on a vu dans certaines communes, c'est carrément des mares qui ont été vendues et des collines. Exactement. Voilà. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nous avons des gens qui sont décidés justement à ne pas nous permettre à agir, à atteindre cet objectif, qui est un objectif pour nous prioritaire. Donc, forcément, il faut que nous puissions trouver la capacité, trouver les moyens nécessaires pour pouvoir inverser la tendance. Tout naturellement, nous avons aussi, comme on le dit, renforcé le cadre juridique. C'est renforcer les organigrammes, l'organisation de nos forces de défense et de sécurité. Des ordonnances ont été signées concernant la garde nationale du Niger. Dans leur organisation, des ordonnances ont été signées concernant la police nationale dans leur organisation. Tout ça pour les rendre beaucoup plus efficaces. Certains domaines de la police, nous avons un regard particulier pour pouvoir s'en approprier. C'est le fait que, si vous avez remarqué ces derniers temps, nous sommes allés à développer la capacité amphibie de nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est la capacité à travailler sur les plans d'eau, sur le fleuve. Ce qui ne se faisait pas avant, c'était juste d'une façon timide, mais maintenant nous avons compris les menaces. Et nous avons compris qu'il y a quand même des voisins qui se sont déclarés et qui se sont ajoutés à cette menace. Alors, toute politique sécuritaire d'un pays s'évalue justement par rapport aux menaces. Donc, face à ces nouvelles menaces, nouveaux comportements, nouvelles attitudes. Nous allons renforcer justement ces domaines de la police, de la garde, de la gendarmerie pour pouvoir faire face. Nous allons revoir le maillage sécuritaire. Le maillage sécuritaire du pays, nos implantations de nos unités, un peu sur l'espace, c'est par la création des commissariats, là où il n'y en avait pas, par la création des escadrons polyvalents de la garde nationale, là où il n'y en a pas, et par la création aussi des compagnies de surveillance de frontières, les CMCF, qui ont montré leur plus-value dans notre architecture sécuritaire. Aujourd'hui, à titre d'exemple, vous avez les escadrons polyvalents de la garde nationale, ceux qui sont déjà construits, toujours sur fonds propres du Niger, ça il faut le dire, à Dogonkiria, à Bonkoukou, ça a commencé, voilà, à Kokorou, dans la région de Terra, à Yelou et à Touroudi. Vous voyez ces efforts qui ont été... Qui sont des zones d'insécurité. Des zones d'insécurité. Les attaques sont récurrentes. Exactement. Donc aujourd'hui, nous ambitionnons rester là-bas. C'est quoi la vision? Nous allons contrôler les zones et rester. Donc voilà pourquoi il nous faut du personnel et il nous faut des infrastructures. C'est des postes fixes. Ce seraient des postes fixes à partir desquels nous pouvons maintenant rayonner dans la zone. Ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, c'est aller faire des patrouilles, rester quelque temps et quitter. Nous nous sommes rendus compte que là, en le faisant, ce serait inopérant. Les bandits se jouent de nous de cette manière et maintenant nous avons pris sur nous de rester. On restera à côté de la population. On permettra justement à la population de se sentir beaucoup plus à l'aise, à nos forces de défense et de sécurité d'être sur place et de dominer l'environnement, connaître l'environnement. Et de cette manière, nous savons que nous pouvons être beaucoup plus efficaces à ce niveau. C'est aussi des compagnies de sapeurs-pompiers, ça il faut le dire aussi, qui sont créées
pour pouvoir être à côté de la population. Nous avons en mémoire les inondations de cette année. Donc tout ça, il faut que nous puissions apporter cette sécurité, apporter cette assistance à cette population. Donc beaucoup de choses sont en train d'être faites à ce niveau. Il y a aussi quelques actions qui ont été faites. C'est quoi? C'est par rapport justement à cette migration, parce que aussi c'est des menaces que souvent les gens ne perçoivent pas trop. C'est des actions majeures au niveau donc de nos frontières. Quand vous avez vu par exemple le cas des refoulés que nous recevons un peu de notre voisin l'Algérie, à Samaka, voilà. Donc tout ça, c'est des situations qui perturbent l'équilibre sécuritaire. Parce que nous étions un pays membre de la CEDEAO, on se croit devoir reverser tout le monde au Niger parce que c'est juste le pays voisin qui est à leur côté. Et malheureusement, nous avons affaire à beaucoup de personnes, plus de 20 000 ces derniers temps, à qui nous avons demandé justement à l'OIM et à l'OHCR de se débrouiller pour faire entrer chacun chez lui. Donc nous n'avons pas demandé à ce que ces gens-là soient reversés au Niger, donc on ne comprend pas pourquoi ils vont rester au Niger et continuer à perturber notre sécurité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a tous ces problèmes qu'il faut voir et auxquels il faut trouver une solution adéquate. Monsieur le secrétaire, on va poursuivre cet entretien. On l'a assez souvent vu, sans une franche collaboration des populations, il est difficile de lutter efficacement contre cette insécurité. Est-ce que les populations collaborent aujourd'hui? Au regard de la complexité de la situation sécuritaire de notre pays, nous avons adopté un nouveau paradigme en matière donc de sécurité intérieure, construit autour du concept de la défense civile. Voilà. Donc, c'est une stratégie que nous avons essayé de mettre en place pour répondre donc à cette situation complexe et asymétrique, à ce désordre que nous avons vu créé par les terroristes au niveau donc de nos campagnes. Alors, il fallait maintenant que le citoyen s'approprie la sécurité. Donc, nous avons des comités de vigilance qui sont donc créés autour des villages, qui travaillent en étroite collaboration avec la population, avec les forces de défense et de sécurité, pour essayer vraiment d'apporter la sécurité. Parce que c'est quoi? C'est des gaps. Nous constatons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des patrouilles qui vont, des patrouilles qui ne peuvent pas rester éternellement sur le terrain. Et il faut suppléer. Donc il faut qu'on trouve justement ce mécanisme-là pour pouvoir rester assez longtemps et pouvoir aussi être alerté à temps utile, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Plus nous avons le temps, plus nous avons été alertés très rapidement, mieux ça vaut pour l'intervention. Donc tout ça, c'est des concepts sur lesquels nous sommes en train de travailler et que nous pensons justement va avoir sa plus-value donc dans cette offre de sécurité que nous proposons au Nigeria. Surtout que le dialogue, il est franc avec les communautés. Le dialogue, il est franc parce que nous avons les religieux qui sont là, nous avons les chefs traditionnels. Donc c'est vraiment des institutions sur lesquelles nous pouvons jouer, nous pouvons demander leur contribution pour que cette offre de sécurité puisse être effective dans ce que nous faisons au niveau donc de l'amélioration des conditions sécuritaires au niveau du... Au stade actuel, vous êtes satisfait de cette collaboration avec la population dans le cadre justement de la lutte contre l'insécurité d'une manière générale? Effectivement, ça a changé beaucoup. Ça a changé parce que la population intervient, la population prévient, elle informe les forces de défense et de sécurité. Ensemble, nous faisons le travail qu'il faut pour que la population puisse être sécurisée. Vous avez pu voir aujourd'hui, cette année, l'effort incommensurable qui a été déployé pour que cette population puisse aller au champ, cultiver, puis que cette population puisse aller au champ, récolter, engranger. Et ça, sa plus-value est là. Aujourd'hui, vous sentez sur le front social la calmie qu'il y a. Et c'est tout le sens quand même de la sécurité.
et que je pense, c'est vous qui avez le baromètre de pouvoir définir si cela a été rentable ou pas, a été efficace ou pas. Mais nous, en notre sens, on pense que par rapport à ce que nous avons connu il y a quelques mois, il y a quelques années, où vous vous souvenez très bien, c'était les collectifs, je me souviens très bien de la zone de Tillabéri qui s'était réveillée avec tous les noms d'oiseaux qu'on qualifiait les militaires à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on sent que tout ça est derrière nous et que la confiance est revenue entre cette même population et son armée, nous on a tout le sens de croire que ça va. Les lignes ont bougé quand même sur cette question. Monsieur le ministre d'État, un mot sur la consolidation de la paix à travers la sensibilisation des communautés sur la coexistence pacifique et la cohésion sociale. Qu'en est-il des actions de déradicalisation et de réinsertion socio-économique des repentis? Et on a vu au niveau de Goudmaria, effectivement, des repentis qui ont été présentés à l'antenne. Qu'en est-il de leur réinsertion socio-économique? Merci. Donc, vous savez que la consolidation de la paix passe nécessairement par la cohésion sociale, mais aussi une coexistence pacifique entre les différentes communautés. Malheureusement, certaines contingences rendent les choses difficiles. Les velléités d'infiltration et de désunion sont les braises sur lesquelles les obscurantistes sont en train de souffler pour désunir, pour opposer les gens. Donc nous avons entrepris plusieurs actions. Donc c'est le comité au niveau de nos actions, au niveau local, pour des actions de sensibilisation. Des forats sont organisés, des caravanes, en collaboration avec la HACP, que vous connaissez très bien, où nous essayons effectivement de voir comment rapprocher ces communautés, et nous essayons aussi de rendre pratique l'appel du président, chef de l'État, à l'endroit justement de ces jeunes qui se sont fait enrôler dans ces mouvements, de revenir au pays et de revenir pour construire ce Niger qui est notre bien commun. À notre satisfaction, nous nous rendons compte effectivement que ce message est en train de porter. Ces gens reviennent. Nous avons 2 centres, comme vous l'avez situé aujourd'hui, c'est celui de Goudmaria et aussi celui de Hamdallah. Je voudrais aussi vous faire remarquer qu'il y a quelques mois de cela, ceux qui étaient dans ce centre l'ont abandonné, les mêmes partenaires. Les mêmes partenaires qui, pour eux, on ne sait pas si c'est l'intérêt du peuple nigérien qu'ils mettent devant ou bien c'est des intérêts que nous, on ne maîtrise pas en tout cas. Pour peu qu'il y ait un problème, on abandonne tout, on s'en va. Il s'agit de quels partenaires? Les partenaires, c'est les organismes internationaux, c'est tous ceux qui ont promis de donner de l'argent pour construire le centre, qui ont foutu le camp à la queue leu après le 26. Nous avons pris sur nous de construire le centre. Heureusement, entre-temps, certains sont revenus, la tête baissée, pour essayer de reprendre l'angle, de reprendre la main et d'engager le processus. Mais seulement ce processus, en ce moment, ne peut être qu'à notre manière. Parce que nous ne comprenons plus ce comportement mi-figue, mi-raisin. Nous avons depuis ce temps plus de 500 jeunes repentis qui sont là et qui continuent à venir. Nous avons décidé de former dans le domaine qu'ils comprennent le mieux. Et c'est quoi qu'ils comprennent le mieux? Un paysan nigérien, tu lui apprends l'agriculture, tu lui apprends l'élevage, tu renforces sa capacité. Maintenant, si tu arrives à l'aider, parce que souvenez-vous, c'est du bétail qui a été volé dans ce pays-là. C'est nos économies locales qui ont été déstabilisées. Vous partez dans nos campagnes aujourd'hui, à peine vous allez trouver une chèvre dans nos villages. Les gens ont tout pris, les bandits ont tout volé. Il faut reconstituer tout ça. Voilà. Et au-delà de ça, il faut donner la possibilité de produire. Nous avons des plans d'eau, il faut les valoriser. Il faut produire, il faut faire l'agriculture, il faut faire la pisciculture, il faut faire l'élevage. Donc, en pensant qu'en formant ces gens, dans ces domaines précis, ils peuvent être utiles à leur communauté. Pour peu maintenant que quand ils vont produire, qu'on puisse transformer
et qu'on puisse évacuer. Parce que c'est ça aussi l'économie de l'échelle, les valeurs qu'il faut avoir. Donc c'est en cela qu'on souhaite que justement tous ces grands intellectuels-là que nous avons puissent mettre la main à la pâte pour pouvoir donner vraiment une véritable impulsion à ce que nos campagnes puissent être productives, à ce que nous puissions transformer, nous puissions avoir de la valeur ajoutée à ce que nous faisons. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Au demeurant, ce que nous pensons, c'est peut-être développer les routes. Parce qu'on l'a toujours pensé. Aujourd'hui, quand on vous parle de Inates, par exemple, Inates, c'est des vallées verdoyantes. C'est des plans d'eau immenses qu'il y a là-bas. Mais la mobilité est très compliquée. Il n'y a même personne. Il n'y a même personne. Et la mobilité est compliquée. Voilà pourquoi nous avons un slogan dans nos opérations où nous disons que le développement passe par le développement de la route. Nous sommes convaincus qu'en traçant des routes, on peut transformer radicalement ce pays. Rien qu'en faisant les routes, en rendant ces zones accessibles et permettant à ceux qui sont là-bas vraiment d'évacuer les produits qui peuvent aller. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Monsieur le ministre d'État, on a souvent décrié la gouvernance locale. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer la gestion de nos collectivités territoriales? La gouvernance locale est au cœur des objectifs de la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Son axe 2 qui traite entièrement cette question. C'est dans ce sens que nous avions donné à chaque gouverneur de région, à chaque préfet de département, un cahier de charges conformément à cette vision, à travers les 4 axes stratégiques que vous connaissez. La mise en œuvre des actions soutenues dans les cahiers de charges a permis un appui conseil et un accompagnement conséquent des collectivités territoriales. Après un temps d'observation qui nous a permis d'apprécier la gouvernance administrative et financière de ces communes, nous avons placé des administrateurs délégués avec des objectifs clairs. Ces administrateurs délégués, ces responsables communaux sont assistés par une commission consultative locale. Donc c'est dire que au niveau donc de cette gouvernance, au niveau donc de nos communes, nous avons une organisation qui puisse permettre à l'administrateur délégué et aussi à la population de travailler de commun accord à travers une commission consultative pour impulser ce développement, pour travailler dans l'étroite collaboration et dans l'esprit de la population locale. Donc c'est tout le sens du développement, c'est tout le sens de ce que nous pouvons espérer faire de mieux pour que cette population puisse vraiment se sentir beaucoup plus à l'aise dans ce développement-là. Nous pouvons aussi dire à travers cette gouvernance qu'il faut normalement qu'il y ait de la transparence dans ce que nous faisons. Et de la reddition des comptes, il faut que des missions d'audit et d'inspection puissent être diligentées au niveau territorial pour aller se rendre compte de ce qui a été fait dans les années passées. Effectivement, j'ai quelques exemples ici de ce que nous avons pu faire au niveau donc, du ministère de l'Intérieur à travers l'IGAT, l'inspection générale, où nous avons, au courant de cette année, diligenté quelques inspections dont on a les conclusions définitives. Et surtout, c'est des conclusions provisoires que nous avons. Nous avons environ plus d'une dizaine de rapports que nous avons ici en ce moment au niveau donc de nos fiches. Voilà, il y a plus d'une dizaine. Vous pouvez voir des villes comme Abala, Tanout, ville de Tawa, Zender, Niamey, où vraiment des inspections ont été menées, des irrégularités ont été constatées et des sommes sont à rembourser. Voilà, donc une fois que nous avons justement le retour de ces inspections, nous les donnons à la COLDEF
qui, ensemble, donc, essaient de trouver la solution qu'il faut par rapport donc, à cette situation. D'accord. Donc, plus besoin de vous donner un peu les chiffres. Dans tous les cas, c'est des enquêtes. Ah oui, bien voilà, sûr. donc, D'accord. Les rapports ne sont pas définitifs pour le moment. Oui, il y a des définitifs, il y a des provisoires. Voilà, donc les définitifs ont été rendus à la COLDEF. Mais c'est quand même hallucinant quand on voit un peu l'état de précarité de nos communes et que certains indélicats se permettent de prendre à leur bon profit les caisses ou les efforts des populations. Je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment qu'on sévisse. À ce sujet, hein, je dois le dire, on a vu dans certaines communes, c'est carrément des mares qui ont été vendues et des collines. Hein. Exactement. Voilà. Exactement, il y a beaucoup. Expliquer ça. Bon, tout ça, c'est parce que justement, c'était la politique politicienne qui prévalait. Pour ce qui est des rapports définitifs, on peut avoir une idée des montants détournés, des montants mis en cause? Voilà, vous avez par exemple ici Ourafan, 169 millions. C'est des rapports définitifs. Olelewa, 287 millions. Hein? C'est des trucs que nous avons. Ville de Zander, 355 millions. Tawa, 244 millions. Voilà, donc c'est vraiment des montants qui sont là, qui sont à rembourser. Les gens ont cru faire de ça des deniers publics ce qu'ils veulent. Et puis bon, malheureusement, je pense que ça, nous sommes dans cette droite ligne de pouvoir vraiment rendre compte exactement au peuple nigérien de ce qui est fait de ces deniers pour que nous puissions prendre le bon exemple et que les nouvelles autorités investies puissent vraiment travailler dans la droite ligne et dans l'esprit de ce qui a été, qui est la vision donc du chef de l'État. Une gouvernance vertueuse. Et une gouvernance vertueuse. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.